Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu les différentes API tierces. Donc, le Grimoire, c'est un langage qui est assez ouvert. Souvent, vous allez vouloir communiquer avec d'autres technologies que votre propre script ou le site du fournisseur. Dans ce cas, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser des services externes. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple des API de traduction, ça peut être des API d'IA comme ChatGPT par exemple, ou bien ça peut être tout simplement Google pour faire des recherches sur Google. Voilà. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va faire. Alors, je vais reprendre l'exemple ici de Garden sur lequel on avait travaillé. Bon, on va commencer par ChatGPT, tiens, puisque c'est très à la mode en ce moment. Alors, déjà, je vais essayer de récupérer la description. La description, là, je vais plutôt prendre ça, moi, Product Description. Voilà. Du coup, on va se mettre ici, description. Hop. Clean select de. Alors, ouais, c'était une classe. Et donc, je veux liner HTML. Hop. Et là, du coup, ici, je vais mettre description. Voilà, donc là, j'ai récupéré la description. Et maintenant, je vais vouloir faire une variation de cette description sur ChatGPT. Alors, pour ça, je vais du coup utiliser. Alors, je vais créer une variable. Enfin, je vais remplacer peut-être cette description. Hop. Et je vais utiliser du coup GPT question. Voilà. Donc là, ici, vous avez les arguments de GPT question. Ici, là, on va commencer par mettre le prompt en place. Donc, bon, on va regarder un petit peu la documentation pour voir comment est-ce que ça se passe. Hop. Du coup, là, j'ai du coup des exemples de description. Donc, le prompt, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un prompt qui va être adapté tout simplement à ce qu'on va rechercher. Donc, il faut expliquer en français ou en anglais comment est-ce qu'on veut que ChatGPT il traite enfin, comment est-ce qu'on veut qu'il compose du coup la nouvelle description. Donc, pour créer ce prompt, le bon réflexe, c'est déjà d'aller sur ChatGPT. Voilà. Et tout simplement ici de tester notre prompt en live. Voilà. Donc je vais par exemple ici prendre ce texte là que je vais utiliser et je vais lui dire créer une variation pour cette description de produit par exemple. Voilà. Là. Et on va voir qu'est-ce qu'il répond. Voilà, il répond quelque chose comme ça. Donc, en fonction de comment est-ce que je vais vouloir véritablement faire les choses, je vais venir retravailler ce prompt. Donc, par exemple, là, je vais revenir prendre ça et puis je vais lui dire pour cette description de produit, hop, en insistant sur, je sais pas, le matériau utilisé. Voilà. Et du coup, comme ça, je vais voir évoluer ce résultat. Et quand j'ai un résultat satisfaisant, je peux valider mon prompt. À ce moment-là, hop, je vais reproduire ce prompt ici dans Grimoire. Donc, là. J'oublie pas de bien mettre les sous-lignes parce que c'est quelque chose qui va être important. Et là, je vais mettre du coup la description en question. Là, ici, je vais devoir mettre ma clé d'API. Voilà, donc ça, vous le trouvez ici, voilà. Il y a la question du modèle qui se pose. Alors, par défaut, vous avez un modèle qui va être le modèle GPT 3.5 Turbo. C'est celui que vous avez. Alors, bon, je précise que les choses évoluent rapidement hein, avec OpenAI. Donc, je ne sais pas où on en sera quand vous verrez cette vidéo. Là, actuellement, ChatGPT, il est sous GPT 3.5. Et si vous allez sur Bing Copilot, là, vous avez du GPT 4 actuellement. Ah bon, après, ça évolue rapidement. Là, on est à un an après cette technologie. Donc peut-être que les choses en seront différentes. Donc là, par défaut, on va utiliser ce modèle-là. Vous pouvez changer de modèle. Donc si vous changez de modèle, il faut regarder un petit peu les spécificités des modèles que vous voulez utiliser. Du coup, en fonction du modèle, vous allez pouvoir utiliser plus ou moins, enfin votre texte va être plus ou moins long. Et il faut aussi noter que les coûts, ils vont varier en fonction du modèle que vous allez utiliser.
il y a une partie pricing qui est ici, voilà, qui vous indique un petit peu les coûts par modèle. Voilà. Donc il faut compter et faire des simulations par token pour essayer de voir combien est-ce que ça va vous coûter par produit et ensuite de multiplier par le nombre de produits que vous pensez avoir sur le site internet. Alors je précise qu'on parle beaucoup aussi là de e-commerce, mais bon, Grimport, hein, bien entendu, c'est pas une technologie qui fonctionne que dans le domaine du e-commerce, hein. Ça fonctionne dans plein d'autres domaines. Là, on se concentre plus sur cet exemple ici, mais bon, ça fonctionne à tout un tas de cas de crawling. Vous pouvez tester aussi ici dans le playground les différents paramètres que vous allez mettre en place. Ouais, là je vois que c'est un petit peu lent à gérer. Je crois qu'en ce moment le playground il y a des petits soucis, moi c'est bon. Vous voyez là par exemple vous pouvez choisir votre modèle et puis vous pouvez choisir différents paramètres. Et ces différents paramètres ici, vous allez pouvoir les indiquer aussi dans les différents arguments. Alors, la température, ça c'est plutôt pour rendre l'API créative ou pas. La notion de token, ChatGPT c'est quelque chose qui fonctionne en fonction des tokens, c'est-à-dire que en gros un token c'est un peu moins d'un mot, voilà. Et ça permet d'éviter de trop consommer. Bon, si vous avez besoin du reste des informations, je vous renvoie à la documentation. Donc, on va dire qu'on a une clé d'API, on utilise le modèle de base parce qu'on l'a testé et il nous convient. Alors, donc le problème qui va se poser quand je vais faire, si j'en reste là, alors bon, je vais peut-être quand même aussi ici l'insérer du coup cette nouvelle description. Hop. Hop là. Bon, je vais faire plutôt ça. Ok. Donc le problème qu'il va y avoir si je fais ça, c'est que vous allez en fait un peu surconsommer l'API de ChatGPT. Pourquoi? Parce que en fait, à chaque fois que vous allez revenir sur le produit, c'est-à-dire une première fois vous allez aller sur le produit, vous allez le créer, donc comme ça normalement, et puis ensuite vous venez mettre le produit à jour, vous allez reconsommer l'API ChatGPT qui à chaque fois, en fait, à chaque passage, va vous prendre un petit peu d'argent, quoi. Et en fait, vous voulez à un moment donné avoir plutôt un comportement quand même économe avec ce fonctionnement et essayer en fait d'éviter de trop surconsommer. Alors ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on vient mettre description égale nul parce que c'est pas nécessaire hein, de créer la description tout le temps quand elle a été créée une seule fois. Et je peux faire un if, donc classiquement si le produit n'existe pas, à ce moment-là je vais venir modifier ceci. Voilà. Alors, pardon. Notez quand même qu'on a parfois des petits soucis avec OpenAI, et ça c'est quelque chose qui peut se produire aussi avec potentiellement n'importe quelle API. C'est-à-dire que par exemple, parfois OpenAI, ils ont leur serveur qui est hors service. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on aura ce cas de figure? GPT question, il va retourner un nul, et possiblement votre description, il se peut qu'elle existe tout simplement pas. Voilà. Mais le produit, lui, existera. Et donc, on n'ira pas à ce moment-là la recréer au prochain passage. Voilà. Alors, il faut bien songer quand vous utilisez les API tierces qu'elles peuvent ne pas fonctionner pour X ou Y raison. Il y a toujours des raisons qui font que. Et donc, il faut savoir aussi à un moment donné gérer aussi ces problématiques parce que quand vous allez utiliser un script de façon régulière sur un temps long, à un moment donné, vous allez avoir un problème. Voilà. Donc, c'est bien de l'anticiper. Donc là, par exemple, pour éviter ça, je peux faire un paramètre ici, isDescription. Hop là. Et je vais faire un function now. Et je vais faire un as. Voilà, as long description, par exemple. Et ici, je viens mettre la référence. Voilà. Donc ça, c'est différent du truc d'au-dessus qui vérifie si par rapport à cette référence, un identifiant de produit va exister. Là, on vérifie s'il y a une description longue qui existe pour ce produit. Voilà. Et donc, si je remplace ici, eh bien, même si le produit il existe déjà, je vais pouvoir, du coup, dans le cas où il n'y a pas de description, générer une description. Voilà.
Donc voilà un peu pour la présentation de ChatGPT. Alors après, on va passer un petit peu à tout ce qui est traduction. Donc des API de traduction, vous en avez plein qui existent. Donc attendez, si je vais dans les fonctions du Grimport, hop, et que je tape Translate, voilà, vous voyez là, vous en avez plein. Bon, en gros, il y en a allez, deux qui sont bien connus, c'est DeepL et Google Translate. Vous avez aussi un peu Bing qui se défend pas mal. On va regarder pour DeepL, c'est la plus qualitative actuellement. Donc, quand vous allez utiliser cette fonction, il y a deux fonctions en fait qu'il va falloir que vous utilisiez. Là, ici, il faut que vous utilisiez donc, cette DeepL Access, voilà, où vous mettez là aussi les tokens d'API de DeepL. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est configuré, vous allez pouvoir faire des translates DeepL là où ça vous chante. Donc là, par exemple, je veux traduire cette description. Hop là. Donc je viens du coup mettre ici la description. Donc je dis que là, elle est en français et puis je la traduis vers l'anglais. Et ça, c'est le paramètre useFree. Ça, je dois le mettre à true si j'utilise une API gratuite ou pas en fait. Voilà. Ça, c'est une particularité de DeepL. Alors de façon générale, vous avez beaucoup d'API qui sont déjà pré-créés en fait, enfin pré-instanciés dans Grimport. Donc évitez de les repas. Alors quand vous avez une API qui n'est pas déjà instanciée dans Grimport, où il n'y a pas déjà une fonction préexistante, vous pouvez bien entendu l'utiliser. Hein. On va voir un petit exemple. Mais de façon générale, ce sera plus économique en termes de temps d'utiliser des fonctions Grimport déjà existantes parce que chaque API en fait a des petites particularités comme par exemple des problèmes de timeout, des valeurs de sortie qu'il faut gérer, des petites choses comme ça et donc en fait ces fonctions elles vont les gérer de façon déjà intelligente parce qu'on a déjà intégré le fonctionnement propre de l'API. Vous passerez beaucoup plus de temps à les recréer, mais c'est une possibilité. Vous pouvez tout à fait procéder avec des requêtes post ou des choses comme ça. Tiens, justement là, on va voir un petit exemple. Donc là, par exemple, j'ai une API du coup sous Origami. Et là, on va utiliser cette API-là particulière, enfin ce endpoint, pour du coup créer mettre à jour une déclinaison de produits sur ici Origami, voilà, qui est un système externe qui permet de traiter des produits. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de prendre connaissance ici de la documentation. Donc tout d'abord on a besoin du lien du endpoint qui est ici. Donc vous voyez que là il faut d'abord mettre le domaine et après là l'idée du produit. Donc pour l'exemple je vais le faire ici. Alors donc là, il faudra envoyer une requête post. Vous avez plusieurs types de requêtes post. Ça, c'est la requête post quand, par exemple, avec un formulaire de contact sur le web, la plupart des API ne vont pas utiliser ce format-là parce qu'en fait, dans le post, on ne va pas utiliser le format champ valeur. Ça peut être une structure qui est plus complexe et dans ce cas, on va utiliser plutôt un post sous forme de JSON. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, il faut passer au post body qui est fait pour, où du coup vous allez spécifier directement la valeur du body de la requête post. Voilà. Donc là, je vais mettre mon site, voilà, par exemple. Je mets du coup le endpoint. Il y avait marqué ici que du coup il fallait mettre l'idée du produit. Donc on va dire que, même si ce n'est pas le cas, l'idée du produit c'est le même que sur PrestaShop, sur Origami. Voilà. En vrai, il faudrait faire une requête pour retrouver l'idée de Origami, mais là, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je vais quand même mettre qu'il faut que le produit existe déjà pour pouvoir faire cette requête. Voilà. Le content type, je pense que habituellement, là, il est déjà par défaut sur JSON, du coup, je ne vais pas le mettre. Et là, va y avoir du coup le body. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on mette dans le body? Dans le body, je vais avoir besoin du coup de mettre un certain nombre de ces paramètres, voilà, sous la forme donc de JSON.
Donc, comment composer un JSON? Donc, pour ça, on va utiliser la fonction JSON encode. Voilà. Et là, ici, je vais venir mettre du coup un tableau de paramètres. Hop. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici comme paramètre? Alors, on voit qu'il n'y en a qu'un seul ici qui est required. Et donc, je vais déjà commencer par le mettre, celui-là. Hop. Et donc, on a dit qu'on utilisait ça. Ouais, c'est le même paramètre qu'au-dessus. Donc, vous voyez que là aussi, chaque API a ses particularités. Pourquoi mettre deux fois le même ID? Parce que ça a été fait comme ça. Voilà, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est sûr que c'est un petit peu redondant. Et puis donc on va mettre à jour une information. Là je vais prendre la référence. Voilà. Hop là. Et la référence c'est donc ceci. Voilà. Donc là j'ai fait un push sur cette API et du coup j'ai utilisé la référence. Alors petite particularité qui est très peu courante. En fait ici c'est pas une requête post, c'est une requête patch. Voilà. Donc ça, c'est très très peu courant. Vous voyez que là, c'est plutôt une requête post pour ici. Et là, il se trouve que c'est une requête patch. Donc là, je vais devoir modifier du coup la méthode. Et ça, je peux le faire avec http header. Voilà. Et you can change the method with, voilà, avec un spécial header qui s'appelle request method. Voilà. Et là, je vais venir mettre du coup patch. Là. Donc là, j'ai modifié la référence du coup de ma déclinaison. Et alors, ils me disent aussi là qu'ici, je vais devoir utiliser des headers. Donc ça, il est déjà configuré. Donc comme on l'a vu, c'est le header, enfin par défaut, c'est déjà le cas dans la fonction postBody. Vous voyez que là, le content type, il sera déjà application JSON. Là, il va falloir faire une autorisation bearer. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est pas très compliqué. C'est fréquent ça avec les API. Donc, la authorization. Là. Et là, dans la valeur, je dois mettre du coup le mot-clé bearer. Voilà. Et ici, le token de origami. Voilà. Que je vais devoir ici configurer. Si vous utilisez plusieurs API, comme ça, vous allez avoir plein de tokens. Donc, mettez-les au début du script, c'est plus propre. Et ça vous permettra de les changer. Vous pouvez mettre aussi des with variables. Voilà, comme ça, c'est plus pratique pour les changer. Et ils apparaîtront directement dans l'assistant. Voilà, donc là, ça marche presque. Il nous manque un seul leader, c'est leader de contexte. Voilà, donc là, le contexte, c'est, il faut, enfin, si je lisais un petit peu la documentation, je verrais que dans le contexte, il faut mettre du coup l'identifiant de l'user, et donc là, je vais mettre l'identifiant 1. Alors, là, cette requête-là, elle va passer du coup, mais elle va aussi renvoyer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Elle va renvoyer ceci, voilà, enfin, quelque chose sous ce format. Donc, pour savoir ce que renvoie une API, je vais mettre retour API origami. Voilà. Vous pouvez par exemple ici vous mettre un petit point d'arrêt, puis faire un ctrl-maj i ici, et ça va vous mettre ici le retour de JSON. En général, ce ne sera pas quelque chose comme ça bien structuré avec des espaces, ça va être quelque chose de très compact, et donc si vous voulez pouvoir le lire, il va falloir aller voir un parseur de JSON. Hop, donc je vais prendre celui-là. Bon, là, il se trouve qu'il est bien structuré, mais il faut s'imaginer qu'il n'y a pas, par exemple, ici, tous les soulignes et les espaces. Et là, ici, vous allez pouvoir naviguer librement dans cette structure. Voilà. Alors, cette structure, là, je vais essayer de la comprendre parce que là, on va dire que je veux avoir cette information-là. Voilà, je veux avoir l'ID. Enfin, je veux avoir la valeur, c'est-à-dire le nombre 1 ici. Donc, je vais commencer ici par digérer ce qui va nous sortir. Ce qui va nous sortir, ça va être du coup un string JSON que je vais vouloir convertir en tableau. Donc, pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais mettre tableau retour origami et je vais faire un JSON décode cette fois-ci.
sur donc, ce qui m'a renvoyé. Là, j'ai du coup un tableau, enfin un tableau. Et du coup, je veux l'idée, alors c'était quoi? C'était l'idée de la attribute value. Là. Et donc, je vais devoir suivre ici la hiérarchie en fait qui est imposée par le JSON. Donc là, ça c'est le nœud racine. Dans ce nœud racine, je vais venir commencer par prendre ici la valeur de l'attribut. Alors, get. Donc là, j'indique le tableau. Et là, je vais indiquer du coup un premier index qui va du coup être attribute value. Alors, attribute value, il va du coup me retourner ça. Voilà, donc le get là que je suis en train de faire, il me retourne ceci. Je vais avoir besoin donc ensuite d'aller dans cette liste parce que donc il faut bien faire la différence entre les crochets comme ça et les accolades. Les accolades, ce sont des tableaux associatifs, c'est-à-dire des maps, et là, ce sont des listes. Donc là, en fait, ici, ce qu'on voit ici, c'est le premier élément dans cette liste. Voilà. Donc c'est l'élément 0. Ça, c'est l'élément 0. Et ensuite, là, j'ai un tableau associatif qui associe la clé ID à la valeur 1. Voilà. Donc, je dois d'abord prendre l'élément 0, puis la clé ID 1. Voilà. Donc, alors, get est une petite fonction pratique par rapport à ça. Vous voyez que je peux faire des trucs comme ça avec get, et donc je ne vais pas me gêner pour les faire. Je peux indiquer en fait toute une hiérarchie d'ID. Donc ici, je disais donc que j'obtiens l'élément 0, et ensuite, je vais chercher ici l'ID. Voilà. Et là, j'ai du coup l'idée de l'attribut, de la valeur que je vais pouvoir ensuite utiliser. Voilà comment est-ce qu'on s'interface donc avec une API tierce. J'ai la possibilité aussi donc, de faire des recherches sur Google. Donc, par exemple, ici, je peux utiliser du coup la méthode serve Google, voilà, qui va être bien pratique. Par exemple, ici, je vais faire une recherche de mots-clés comme je la ferai sur Google. Je vais chercher par exemple ici le nom. Voilà. Pardon. Hop. Je vais chercher ici tout simplement le nom du produit sur Internet. Alors, c'est quoi les autres arguments? Attendez, hop. Quand il y a des grosses documentations comme ça, il vaut mieux faire comme ça. Ça, c'est le nombre de pages, je vais laisser vide. Ça, c'est si je veux aller sur google.fr, etc. Bon, les autres paramètres, ça c'est pour aller un petit peu plus loin. Alors, vous avez deux méthodes. Ouais, je vais peut-être regarder la méthode. Vous avez la possibilité en fait de passer directement par Firefox, comme on l'a vu avec la fonction Firefox. C'est ce qu'on utilise par défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de scripts JavaScript qui vont s'exécuter en fait quand vous allez sur Google. Donc on a aussi une méthode interne qui va venir simuler en interne sans passer par le navigateur Firefox les requêtes. Parfois elle crée plus de problèmes celle-là, donc c'est plutôt celle-là qui est conseillée. Voilà. Donc là je vais rechercher sur Google le nom du produit tout simplement. Là j'ai du coup la variable résultat Google. Voilà. Et du coup je vais venir maintenant travailler sur ce retour. Là, ça me fait des retours qui sont comme ça. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une liste avec ici les informations sur le premier résultat. Donc là, par exemple, on a le titre de la page et puis là, ici, on a l'URL du site internet. Voilà. Et ici, je vais par exemple pouvoir mettre hop, un console. Et je vais dire le premier site vendant ce produit et hop, donc je vais faire un get là-dessus. Donc je viens prendre le résultat Google, je viens prendre le premier résultat qui m'a été retourné par la requête de SERP et je vais venir prendre ici du coup l'URL. Voilà. Et comme ça, à chaque fois que je ferai un crawling, je pourrai indiquer quel est mon principal concurrent sur ce produit.
On peut aussi s'interfacer avec des programmes tiers, parce que là on a vu les API, mais parfois on ne veut pas s'interfacer avec des API, on veut s'interfacer avec des programmes qui sont sur notre PC. Voilà. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes qui existent. On peut procéder par ligne de commande. Donc par exemple ici, je fais send command line. Alors après, quelle ligne de commande envoyer, ben, ça dépend des spécifications du programme. Je ne sais pas, par exemple, moi je connais la ligne de commande de NordVPN pour se connecter à un serveur. Donc il faut mettre hop, comme ça mon chemin NordVPN. VPN, voilà, nordvpn.exe et ici je mets du coup le paramètre connect. Voilà. Si je lance cette ligne de commande là, en modifiant bien entendu ici le chemin de NordVPN, et par contre oui, je fais une bêtise là parce que sous Windows ça va être plutôt des codes. Donc là, hein, la cote, enfin l'anti-slash, normalement c'est ça, mais comme là je suis dans un string, je dois échapper cet anti-slash parce que l'anti-slash c'est un caractère d'échappement justement. Voilà. Et donc si je lance cette commande là, ben, je vais voir donc sur NordVPN que je vais changer du coup de proxy. Voilà. Mais on peut aussi comme ça insérer des informations dans des applications. Bon, parfois, ça va être plus compliqué que ça. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, je ne sais pas moi, vouloir vous interfacer avec un ERP. Donc c'est un logiciel en dur avec tout un tas de boutons et de champs à droite à gauche. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de méthode qui a déjà été prévue parce que ce sont des logiciels qui sont fermés. Et du coup, la seule et unique manière de faire ce genre de choses, ça va être en fait de faire de la simulation des clics de la souris et du clavier. Voilà. Alors vous pouvez faire ça avec la fonction interact. Voilà. Donc là, il va falloir bien ouvrir la documentation parce qu'on rentre dans un autre monde. Donc avec Interact, en fait, vous allez pouvoir faire des scripts avec un autre langage informatique qui s'appelle AutoHotkey. Voilà. Entre parenthèses, vous pouvez tout à fait exécuter des programmes tiers. Par exemple, je ne sais pas, vous réalisez un programme en Java avec cette command line, vous pouvez l'exécuter. Ou bien encore, vous pouvez même directement utiliser la fonction Python pour lancer des scripts Python. Voilà. Comme je le disais, le Grimport, c'est un langage qui est très ouvert. Là, on a choisi AutoHotkey, et si jamais vous êtes utilisateur Linux, je ne sais plus ce que c'est pi quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pi auto GUI qu'il faut utiliser à ce moment-là. Et donc, bon, la plupart du temps, vous allez être sous Windows. Donc là, ici, on a un petit exemple de script classique. Donc ici, on ouvre Notepad++. On fait le focus sur Notepad++. On attend que apparaisse du coup un onglet Untitled et on rentre ici un texte. Donc c'est comme si on l'écrivait au clavier. Et là, ici, vous avez la simulation d'un clic droit. Voilà. Donc, grâce à. Alors, si vous voulez vous repérer dans AutoHotkey, ici, on vous a mis des exemples de fonctions, enfin de fonctions de AutoHotkey qui sont classiques. Vous pouvez aussi directement aller voir sur la documentation de AutoHotkey qui est très bien faite et ça vous permettra de composer des différents scripts. Souvent, ce qu'on va pouvoir faire aussi, si on veut localiser un bouton en particulier, c'est utiliser Find Text, qu'on retrouve souvent dans les applications et qui permet en fait de repérer un texte précis avec une certaine police de caractères sur l'écran et de le cibler pour pouvoir le cliquer. Donc vous avez des tutos là-dessus, hein, si vous voulez voir, je vous y renvoie. Voilà, donc par exemple, là, je viendrai mettre ici, je ne sais pas, ce script interact pour interagir avec Notepad. Et ici, je pourrais rentrer, je ne sais pas, ma description. Voilà, comme ceci. Par contre, il faudrait plutôt que je fasse un semdraw parce que là, il pourrait y avoir des caractères spéciaux à ce moment-là. Je termine. Parfois, on va vouloir directement interagir avec une base de données. Donc, par exemple, MySQL. Donc, à ce moment-là, on va plutôt utiliser des SQL query, comme ici. Alors, quand vous utilisez un SQL query, il faut, en fonction de la technologie de la base de données, préciser un certain nombre de paramètres. Donc,
on va devoir préciser le driver avec lequel on veut travailler. Donc on va dire qu'on est sous une base MySQL. Donc le driver à ce moment-là, c'est ça. Hop. Et l'URL de connexion qu'il va falloir paramétrer, elle va avoir cette forme-là. Je vais devoir du coup remplacer un certain nombre d'informations. Donc par exemple, l'hôte, je vais mettre, je sais pas, hop, l'adresse IP. Là. Et ici, je vais venir mettre ma base de données. Donc je sais pas, la base de données, on va dire qu'elle s'appelle Grimport. Je mets le login, le mot de passe. Et ici, je vais mettre ma requête SQL, insert into toto, valeur 1 et valeur 2. Allez hop, voilà, comme ça. Et ici, du coup, je vais avoir le return type. Alors, je vais un peu parler de ça. En fait, en fonction de la requête SQL que vous allez faire, donc là, je fais une requête insert. Donc là, je vais pouvoir, du coup, ici, mettre, par exemple, execute. Parce qu'en fait, on peut, en fonction de ce que vous allez faire dans la requête SQL, vous allez faire, la requête SQL, elle va soit renvoyer un retour, soit ne pas renvoyer de retour. Et en fait, on peut requêter une base de données en fonction de certaines méthodes. Elles ne sont pas toutes compatibles les unes avec les autres. Donc si je fais un insert into, je ne peux pas, par exemple, utiliser ici row ou set. Voilà. Ça ne va pas marcher, ça va faire une erreur. Donc il faut bien, en fonction de ma requête SQL, ici que du coup j'indique le bon return type. Voilà. Si je veux retourner un tableau de données, ce qui va être classique, je vais venir utiliser un set. Voilà. Donc c'est-à-dire que là par exemple, je mets le set. Ici, je vais faire select, je vais prendre toutes les données from toto where 1 égale 1. Et ici, du coup, je vais venir mettre données SQL. Et là, en fait, je vais avoir un tableau de données dans ma variable qui va ressembler en gros à ça. Voilà. Je peux prendre uniquement la première, comment dire, le premier tuple qui va m'être retourné. Donc ça va être, par exemple, si je vais faire une requête qui va cibler un ID particulier, comme ça. Là, je vais plutôt faire un row. Voilà. Et si je veux aller encore plus vite et ne pas avoir à retravailler ici mes données, parce que je veux renvoyer qu'une seule donnée, je vais mettre ici, par exemple, value. Voilà. Et petite particularité, quand je fais des insert into, je peux retourner l'idée de l'entité, enfin de l'entrée qui a été insérée dans la table. Si je fais ici un insert, donc là, à ce moment-là, SQL va retourner du coup le setID. Voilà. Je peux également, dans Grimport, uploader des éléments par FTP. Voilà. Donc si je veux interagir avec un serveur FTP, c'est des choses que je vais pouvoir faire. Alors de façon générale, quand vous voulez faire quelque chose, essayez de regarder dans la documentation si vous n'avez pas une fonction qui existe. Là par exemple, si je m'interroge sur le FTP, déjà le bon réflexe c'est de faire ça, FTP, et puis je peux même faire une recherche globale pour voir s'il n'y a pas un peu plus de fonctions qui vont satisfaire ce besoin. Avant de recréer des fonctions, ayez quand même le réflexe d'aller toujours regarder dans les fonctions Grimport s'il n'y a pas quelque chose déjà de préexistant. Donc à ce moment-là, si je veux faire FTP upload, donc je mets l'hôte, le login et le mot de passe, je mets le chemin où je veux que que mon fichier soit écrit, et puis là, je vais venir mettre du coup le fichier local, donc c'est le pad disque ici, enfin le chemin du fichier local, c'est-à-dire c'est le fichier qui va être uploadé sur le serveur. Voilà. Vous avez différents protocoles qui existent. Voilà, faut choisir celui qui convient. En général, vous avez le choix entre deux protocoles. Celui-là, c'est si vous avez un accès qui est plutôt de type SSH. Voilà, donc à ce moment-là, on va communiquer en SFTP. Et ça, c'est pour un accès classique en FTP. Donc les deux existent. Voilà.